Août 1944. Au-dessus du Pas-de-Calais, les V1, les fameuses bombes volantes d'Hitler, disparaissent les unes après les autres, pulvérisées avec une précision jugée impossible. Les rapports allemands parlent de 82% d'interception. Une arme secrète, inconnue du Reich, vient d'entrer en scène. Un secret si protégé qu'il rivalisait avec le projet Manhattan. Son nom ? La fusée de proximité. Si vous aimez ce genre d'histoire et que vous voulez en découvrir encore plus, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça ne prend qu'une seconde et ça m'aide énormément à continuer de vous partager ces récits. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir le travail. L'histoire avait commencé 10 semaines plus tôt, le 13 juin 1944, exactement une semaine après le jour J. En réponse au débarquement allié en Normandie, Hitler avait lancé contre Londres sa Vergeltungswaffe, l'arme de la vengeance, promise depuis longtemps. Le 13 juin à 4h25, le premier V1 s'abattit sur Londres, atterrissant à Grove Road, à Bow, détruisant un pont ferroviaire et des habitations avoisinantes. 6 personnes furent tuées, 30 blessés et 200 sans-abri. Cette arme, fruit de plusieurs années de développement allemand, était un avion sans pilote propulsé par un Argus. Doté d'un moteur pulse-jet 109-014, transportant 850 kg d'explosifs Amatol à 640 km/h, il s'agissait du premier missile de croisière opérationnel au monde, et le haut commandement allemand était convaincu qu'il mettrait la Grande-Bretagne à genoux. Le major Walter Dornberger, responsable du programme d'armes V à Penmund, avait calculé que même avec un taux de réussite conservateur de 25%, le V1 fournirait à Londres une puissance explosive supérieure à celle de tout le Blitz de 1940 à 1941. Chaque V1 coûtait environ 5000 Reichsmark à produire, soit une fraction du coût d'une mission de bombardement habité, sans risque pour l'équipage. Au centre de recherche de l'armée de Penmund, les scientifiques allemands avaient des raisons d'être confiants. Ils avaient développé une technologie de fusée avancée, créé des avions à réaction opérationnelle et mis en service le premier missile de croisière. Le docteur Robert Lucé, concepteur du système de contrôle du V1, a calculé que l'interception alliée était quasiment impossible. La bombe volante volait à 640 km/h à des altitudes variables comprises entre 600 et 2700 mètres. Les chasseurs britanniques devaient atteindre des vitesses supérieures à 650 km/h pour l'intercepter. Pour le détruire, ils devaient s'approcher à moins de 200 mètres, au risque d'être détruits par l'explosion. Quant aux tirs antiaériens, la probabilité d'un coup direct sur une cible aussi petite et rapide était estimée à moins de 1 sur 10 000 obus tirés. Ce n'était pas de la propagande, mais de la science balistique. Les obus conventionnels à retardement exigeaient une prédiction précise, des calculs précis, un réglage manuel de la fusée et un timing parfait. Grâce à la vitesse du V1, les artilleurs disposaient d'environ 30 secondes entre la détection et l'engagement. L'Oberst Max Wachtel, commandant le régiment de Flak 155 watts, connaissait ses limites des deux côtés de la guerre antiaérienne. Durant la campagne, les Allemands lancèrent 9521 missiles V1 depuis des bases terrestres contre l'Angleterre et des milliers d'autres contre d'autres cibles, portant le total à environ 25 000 V1 déployés pendant toute la guerre. Quelques jours après les premiers lancements, des rapports inquiétants parvinrent au service de renseignement allemand. Les défenses antiaériennes britanniques s'adaptaient à une vitesse suspecte. Fin juin, le taux d'interception passa de 10% à 24%, un taux supérieur aux prévisions, mais explicable. Puis 20 juillet, et les statistiques devinrent inexplicables. Les officiers techniques allemands chargés de surveiller l'efficacité des tirs remarquèrent que les canons britanniques annonçaient des pertes de V1 avec une consommation de munitions incroyablement faible. Des observateurs sur la côte française ont vu des V1 filer sans interruption vers l'Angleterre, soudainement entourés de salves de DCA, puis s'effondrer malgré des explosions trop éloignées pour les toucher directement. À l'insu des services de renseignement allemands, ils observaient des fusées de proximité qui transformaient les quasi-collisions en pertes. Cette technologie était opérationnelle dans le Pacifique depuis janvier 1943, lorsque l'USS Helena abattit un bombardier en piqué japonais avec des obus qui explosaient en se sentant proches des cibles. L'échec des services de renseignement allemands fut total. Le rapport d'Oslo de novembre 1939 mentionnait des recherches sur les fusées de proximité, mais les scientifiques allemands les qualifiaient de désinformation. L'Allemagne avait tenté de développer une technologie similaire, plus de 30 modèles différents avaient été étudiés, mais aucun n'avait atteint le stade opérationnel. Les ingénieurs allemands avaient conclu que les fusées de proximité étaient impossibles.
Les défis techniques semblaient insurmontables: miniaturiser les émetteurs-récepteurs radio pour obus d'artillerie, faire en sorte que les tubes à vide résistent à 20 000 G, créer des batteries capables de s'activer après des années de stockage, et enfin, parvenir à une production de masse. Pourtant, en août 1944, les usines américaines produisaient 40 000 fusées VT par jour. Au cours de la dernière semaine d'août 1944, la fusée de proximité atteignit son efficacité maximale. Les Britanniques avaient réorganisé l'ensemble de leur système de défense antiaérienne. Les canons utilisaient le radar américain SR-584 pour le suivi automatique. Plus important encore, ils tiraient des obus équipés de fusées VT modifiées spécifiquement pour les menaces V1. L'artillerie royale et le régiment de la RAF s'étaient redéployés des positions de North Down vers la côte sud, créant ainsi une ceinture de canons concentrés. Ce positionnement côtier garantissait que les obus ratés tombaient à la mer, empêchant ainsi la capture allemande. Alors que les V1 franchissaient la côte anglaise, ils pénétraient dans une zone de destruction où la technologie prenait le pas sur les statistiques. Le radar SR-584 se verrouillait automatiquement sur les cibles, calculait les trajectoires et transmettait les solutions de tir au canon. La fusée de proximité contenait des émetteurs radio miniatures construits avec des tubes développés par Sylvania Electric et Western Electric. Lorsque les signaux réfléchis indiquaient une proximité, les interrupteurs Terratron déclenchaient des détonateurs, projetant des fragments d'acier à travers les coques des V1. Fin août, au plus fort de la journée, les canons côtiers détruisirent 82% des V1 en approche, un taux que les ingénieurs allemands jugeaient physiquement impossible. Des rapports faisant état d'une interception de 82% donnèrent lieu à des réunions de crise au quartier général allemand. Wachtel soupçonna un sabotage. Les inspections d'urgence ne détectèrent aucune anomalie concernant les missiles. Les tirs d'essai au-dessus du territoire allemand montrèrent un fonctionnement normal. Le problème ne se manifestait que contre les défenses britanniques. Les experts allemands concluaient que les Britanniques avaient développé des systèmes antiaériens révolutionnaires, mais ne pouvaient en déterminer les détails sans avoir capturé des exemplaires. Ils essayèrent diverses tactiques, différentes altitudes, des salves plus importantes, des tirs nocturnes et l'exploitation des conditions météorologiques. Rien n'y fit. Le taux de mortalité resta dévastateur. À Penminde, les scientifiques furent confrontés à une conclusion inconfortable. Si les Alliés avaient développé des détonateurs de proximité, ils auraient accompli ce que l'Allemagne croyait impossible. Les efforts allemands pour percer le secret s'intensifièrent, mais échouèrent complètement. La sécurité du détonateur de proximité était quasi parfaite. La production était compartimentée dans 110 usines. Les ouvriers ne connaissaient que leurs tâches spécifiques. Même l'appellation « temps variable » était volontairement trompeuse, suggérant un fusible temporisé classique plutôt que des capteurs de proximité. En 1944, l'industrie électronique américaine était entièrement consacrée à la production de fusibles. 22 millions de fusibles de proximité seraient produits avant la fin de la guerre, pour un coût de plus d'1 milliard de dollars dans les années 1940. La société Crossley a produit à elle seule plus de 5 millions de fusibles, soit près d'un quart de la production totale. Les chiffres ont révélé une inadéquation industrielle stupéfiante. Alors que l'Allemagne peinait à produire des V1 en recourant au travail forcé, l'Amérique a transformé son industrie électronique pour la production de fusibles. La production quotidienne maximale a atteint 40 000 unités. Les coûts ont chuté de 732 $ par unité en 1942 à 18 $ en 1945. Crossley Corporation, qui fabriquait des radios et des réfrigérateurs avant-guerre, employait 10 000 ouvriers produisant 16 000 fusibles par jour en période de pointe. Sylvania Electric a consacré toute sa division de recherche sur les tubes à vide au développement de composants renforcés, produisant 400 000 tubes miniaturisés par jour. 95% des tubes utilisés. Le contraste était absolu. L'Allemagne fabriquait des armes artisanales en quantité limitée. L'Amérique a produit en masse une technologie révolutionnaire à une échelle sans précédent. La production mensuelle américaine de fusées de proximité a dépassé la production allemande totale de V1 pendant toute la guerre. La fusée de proximité représentait une ingénierie extraordinaire. L'appareil devait survivre au tir d'une arme à feu. Accélération de 20 000 G, rotation à 25 000 TR/minute. Températures extrêmes. Sylvania a développé des tubes à vide miniatures inspirés des prothèses auditives, mais renforcés pour résister à ces forces. Les piles restaient inactives pendant des années, mais s'activaient instantanément en cas de besoin.
La mèche contenait une radio miniature qui transmettait des signaux en continu. Lorsque des réflexions indiquaient la proximité d'objets de grande taille, des circuits déclenchaient la détonation. Ce concept apparemment simple nécessitait la résolution de problèmes que les ingénieurs allemands considéraient comme impossibles. Le contrôle qualité était sans précédent. Chaque détonateur a subi de multiples tests. Des échantillons aléatoires ont été tirés dans des pistolets d'essai. Des taux de rejet inférieurs à 2% témoignaient d'une remarquable précision de fabrication à grande échelle. En septembre 1944, l'offensive des V1 était bel et bien neutralisée. Sur 9521 V1 lancés depuis des bases terrestres contre la Grande-Bretagne, seuls 2515 atteignirent Londres, tuant 6184 civils et en blessant 17 981. Bien que tragiques, ces pertes ne représentaient qu'une fraction des intentions allemandes. Le général Frédéric Peel, commandant de la DCA, calcula que sans les fusées de proximité, les pertes des V1 auraient été 4 à 5 fois plus élevées. La fusée de proximité sauva Londres de la dévastation. L'Allemagne s'orienta vers les lancements de nuit et développa la fusée V2, dont la vitesse était trop élevée pour être interceptée. Mais ces mesures désespérées n'eurent aucun impact stratégique. Le V1 fut un échec coûteux, consommant des ressources dont on avait désespérément besoin ailleurs. L'échec allemand à détecter les détonateurs de proximité a constitué l'un des désastres de l'histoire du renseignement. Malgré des réseaux étendus et une expertise technique approfondie, les Allemands n'ont jamais compris à quoi s'attendre. Le programme est resté secret pendant toute la guerre. Pas une seule fusée de proximité intacte ne tomba entre les mains des Allemands pendant la campagne des V1. Fait remarquable, lors de la bataille des Ardennes, les forces allemandes s'emparèrent d'un dépôt de munitions américain contenant des fusées de proximité, mais ne les reconnurent jamais. Leur hypothèse de l'impossibilité de tels dispositifs les empêcha de voir les preuves qu'elles avaient entre les mains. Après la capitulation de l'Allemagne, les interrogatoires révélèrent l'ignorance totale des Allemands en matière de fusées de proximité. L'oberste Max Wachtel déclara aux officiers alliés qu'il soupçonnait l'existence de radars améliorés ou de fusées à déclenchement plus rapide, mais n'avait jamais imaginé d'obus autopensants. Les scientifiques allemands à qui l'on avait montré des fusées VT américaines capturées exprimèrent leur incrédulité. Ils ne comprenaient pas comment des tubes pouvaient survivre à une accélération, comment des batteries pouvaient rester viables, comment des circuits pouvaient fonctionner après des tirs. Ils estimaient avoir 10 ans de retard sur la technologie américaine. Le docteur Merle Touve, qui dirigea le développement des fusées de proximité au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, expliqua plus tard que le succès résultait d'une collaboration systématique entre scientifiques, ingénieurs et ouvriers, ce que les systèmes totalitaires ne pouvaient pas réaliser. La fusée de proximité a démontré que l'issue de la Seconde Guerre mondiale se jouait autant dans les laboratoires et les usines que sur les champs de bataille. Tandis que l'Allemagne cherchait des armes miracles et exotiques, l'Amérique se concentrait sur des technologies multiplicatives améliorant les armes existantes. La fusée de proximité a multiplié par 5 à 10 l'efficacité de chaque canon antiaérien. Le secrétaire à la marine, James Forrestal, a déclaré « Le détonateur de proximité a ouvert la voie au Japon ». Sans la protection que cet ingénieux dispositif a procurée aux navires de surface de la flotte, notre avancée vers l'ouest n'aurait pas pu être aussi rapide et le coût en hommes et en navires aurait été infiniment plus élevé. Le programme V1 reposait largement sur le travail forcé. Des dizaines de milliers de prisonniers des camps de concentration périrent dans les usines souterraines de fabrication de V1. Pendant ce temps, les ouvriers américains effectuaient volontairement des heures supplémentaires pour des salaires plus élevés, ignorant ce qu'ils produisaient exactement, mais comprenant son importance. Dans l'usine Sylvania d'Ipswich, plus de 5000 femmes travaillaient par équipe de 12 heures à la production de composants spécialisés. Ils ne découvrirent qu'après la guerre qu'ils avaient contribué à sauver Londres des armes terroristes d'Hitler. Le secret de la fusée de proximité était entièrement gardé. Les équipages de la DCA britannique ignoraient ce qui rendait leurs obus efficaces. Ils disposaient de munitions spéciales soumises à des exigences comptables strictes. Chaque obus à fusée de proximité tiré sur les V1 était suivi. Les obus non explosés étaient immédiatement saisis. Des navires patrouillaient dans la Manche, empêchant les Allemands de récupérer leurs obus inutilisables. Ce secret coûta des vies. Les forces terrestres alliées ne purent utiliser l'artillerie à fusée de proximité qu'en décembre 1944. Des milliers de soldats sont morts car la technologie était trop secrète pour être mise en danger.
Pourtant, son utilisation contre les V1 était justifiée. La survie de Londres pendant l'invasion était cruciale. Pour l'Allemagne, le programme V1 a épuisé des ressources cruciales tout en n'ayant qu'un impact stratégique minimal. Avec un coût total d'environ 25 000 V1, des millions de Reichsmark et des ressources détournées des avions de chasse et des armes anti-chars, pourtant indispensables sur des fronts en déclin, le recours au travail forcé a ajouté une dimension morale à son échec. La fusée de proximité neutralisait des armes construites au prix de souffrances humaines, un contraste qui n'a été pleinement compris qu'après-guerre. La fusée de proximité représentait la transformation de la guerre, la victoire par l'ingénierie et la production plutôt que par la supériorité des armes individuelles. Elle prouvait que la guerre moderne était une compétition entre systèmes industriels, et pas seulement entre forces militaires. Avant de sauver les navires de la flotte du Pacifique et de permettre la défaite du Japon, la fusée de proximité a sauvé Londres. Les Allemands qui regardaient les V1 tomber n'ont jamais compris pourquoi. La technologie qui les a vaincus était inconcevable dans leur cadre scientifique. La transformation fut radicale. Avant l'arrivée des fusées de proximité, la destruction d'un V1 nécessitait en moyenne 2500 obus antiaériens lourds. Avec les fusées de proximité, ce chiffre est tombé à 100. Le taux d'interception de la ceinture de canon est passé de 17% à 82% en 10 semaines. Ce résultat ne fut obtenu ni par le courage ni par l'entraînement, mais par la production en masse d'une technologie de pointe à une échelle que l'Allemagne ne pouvait ni égaler ni comprendre. L'Amérique avait mobilisé toute son industrie électronique, employé plus de 80 000 travailleurs et investi plus d'1 milliard de dollars pour produire 22 millions de fusibles. Le fusible de proximité fut déclassifié en septembre 1945. L'annonce du ministère de la Guerre commença, l'une des armes les plus importantes développées pendant la guerre, surpassée en efficacité seulement par la bombe atomique. Pour les scientifiques allemands, perplexes devant les échecs du V1, cette révélation apporta compréhension et humiliation. Ils avaient été vaincus non par la stratégie ou le courage, mais par une capacité industrielle qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Les entretiens d'après-guerre ont révélé le choc des Allemands. Ils pensaient que leur V1 représentait le summum de la technologie des armes. Apprendre qu'il avait été vaincu par des appareils électroniques produits en série coûtant moins de 20 $ pièce fut un choc. Ils n'avaient pas perdu contre des guerriers, mais contre des chaînes de montage. La technologie des fusées de proximité a évolué vers des systèmes modernes de défense aérienne, des altimètres radars et des capacités de guerre électronique. Pour les anciens scientifiques allemands de l'armement, cela restait un souvenir permanent de leur aveuglement en temps de guerre. La fusée de proximité a prouvé que, dans la guerre moderne, la production en masse de technologies performantes est plus importante que la fabrication d'armes parfaites. L'Allemagne a produit des armes individuelles brillantes. L'Amérique a produit des millions d'armes efficaces. En ce jour mémorable de la fin août 1944, où les fusées de proximité détruisirent 82% des V1 allemands, la nature de la guerre changea à jamais. Les Allemands, lançant leurs armes de vengeance, ignoraient quelle technologie invisible les empêchait de les vaincre. Ils avaient tout fait correctement grâce à leur compréhension, développé des armes de pointe, formé des équipages d'élite et réalisé des avancées majeures. Pourtant, ils furent vaincus par une électronique produite en masse qu'ils n'auraient pu imaginer. Le détonateur de proximité sauva Londres grâce à des milliers de petites explosions, chacune guidée par une technologie que la science allemande jugeait impossible. C'était le triomphe de la démocratie industrielle sur l'ingénierie totalitaire, la production de masse sur la perfection artisanale, la multiplication des solutions simples sur les armes miracles complexes. Les Allemands n'ont jamais découvert ce qui avait frappé leur V1 lorsqu'il s'était effondré du ciel, vaincus par un secret qu'ils ne pouvaient concevoir et une puissance industrielle qu'ils ne pouvaient égaler. Le détonateur de proximité avait transformé l'arme vengeresse d'Hitler en salut pour Londres, et les Allemands n'ont compris ni comment ni pourquoi avant longtemps. En fin de compte, la plus grande victoire américaine n'a pas eu lieu sur les champs de bataille, mais dans les usines où des millions d'ouvriers, dont beaucoup étaient des femmes ignorantes de ce qu'elles fabriquaient, ont fabriqué les minuscules appareils électroniques qui ont sauvé une ville et transformé la guerre à jamais. Le taux d'interception de 82% atteint fin août 1944 prouvait que, dans une guerre moderne, la capacité industrielle pouvait vaincre n'importe quelle arme miracle, aussi ingénieuse soit-elle. La fusée de proximité était plus qu'une arme. Elle prouvait que la capacité de la démocratie à mobiliser la science et l'industrie pouvait vaincre l'ingéniosité forcée de la tyrannie. Et les Allemands, regardant leurs armes parfaites tomber du ciel, ne savaient jamais pourquoi ils avaient déjà perdu une guerre que leurs dirigeants prétendaient gagner.